Ça va être embêtant. Donc, je défile mes diapos et te dis quand je change de diapo. Ok. Donc, C'est pas bonjour tout fort, le moi monde. j'entends Donc, pas tout. vous m'entendez? Ouais, il faudrait parler plus fort. Ok. Donc, bonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde m'entend du coup ou il faut que je parle encore plus fort? Encore un petit peu. Encore un peu, ouais. Encore un peu plus fort? Oui. Je crois que je suis à la limite là. Ouais, c'est bon, mais ça va aller là, je pense. Et est-ce que les élèves ils m'entendent bien? Ok, bah tenez-moi au courant si jamais ils m'entendent pas bien. Voilà, donc bonjour. Donc moi je suis Baboucar Sané, donc je suis d'origine sénégalaise. Donc j'ai fait ma prépa briseux en, je dirais, si ma mémoire est encore bonne, 2000, peut-être 2017, pardon, 2012-2013 plutôt. Donc je suis sur la première diapo, je ne sais pas si c'est celle qui est projetée. Voilà, donc c'est un beau souvenir, ce diapo. Donc, un peu pour quand je suis arrivé en prépa, j'ai fait PCSI, donc en première année, et puis en deuxième année, j'ai fait PC. Et donc, j'étais à l'internat, donc j'étais interne comme la moitié des élèves. Et ma dernière année, j'étais pion en même temps. Donc, j'étais pion à l'internat et interne en même temps. C'était très intéressant, une belle expérience. Et donc, la photo que vous voyez ici, c'est un peu pour illustrer la prépa. Donc, d'un côté, le travail qui est beaucoup dur et de l'autre côté aussi, de temps en temps, il faut faire une pause pour pouvoir prendre des forces et de l'énergie pour attaquer les DS, les contrôles et les devoirs maison. Donc, pour moi, ce fut, on va dire, à l'époque, quand j'étais en prépa, je voulais faire une école d'ingénieur et en même temps, je voulais devenir enseignant en mathématiques. C'était, on va dire, j'étais un peu entre les deux. Je ne savais pas trop ce que je voulais. Et j'ai passé les concours en 3,5. J'avais eu des euros sur les écoles E3A. Donc, j'avais raté en gros la première année, c'était à cause de l'anglais. Pour ceux qui n'aiment pas l'anglais, évidemment, je vous conseille fortement de bosser parce qu'au concours, je me suis retrouvé avec une note de 1,5. Et à l'époque, il y avait des éliminations directes, donc j'étais éliminé direct, donc il n'y avait aucune chance. Et là, j'ai repris les concours en 5,5, évidemment, en bossant plus l'anglais. Et cette fois, j'ai eu une note de 6. Donc voilà, donc ce qui m'a permis d'avoir des écoles sur CCP, sur 3A et des écoles sur mine, mais je ne suis pas allé parce que je suis passé à l'université après. Donc, je suis allé à l'université pour faire une licence en mathématiques. Puis, donc, en licence à l'époque, à l'université de Brest, ils avaient une licence qui permettait aux élèves par exemple, des élèves de l'université de préparer, par exemple, des écoles d'ingénieurs sur dossier. Parce qu'à l'université, ils n'avaient pas les concours comme en prépa, mais ils avaient la possibilité de déposer sous dossier et d'être acceptés. C'était beaucoup plus facile d'intégrer des écoles par rapport à la prépa. Et donc, j'ai fait cette licence-là. Pas de chance parce qu'en licence, j'ai déposé mon dossier trop tard et j'ai pas pu accéder aux écoles d'ingénieurs. Et donc, j'ai fait un Master 1 en mathématiques fondamentales donc à Brest. Et c'est à Master 1, après le Master 1, que j'ai intégré donc, mon école d'ingénieur qui était Télécom Saint-Étienne. Donc, donc là, ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup plus facile d'intégrer des écoles d'ingénieurs sur dossier à l'université que par rapport à la prépa. Donc, c'est l'expérience que j'ai vécue. Parce que à l'université, donc, j'avais passé, par exemple, les écoles CCP
E3A, même pas, il n'y avait pas E3A, il y avait mine et centrale. Et j'ai passé Super Héros, donc que beaucoup connaissent certainement. Et donc, les écrits, c'était beaucoup plus facile que la prépa. Et donc, j'étais calé à l'oral parce que apparemment j'étais timide à l'époque. Mais bon, voilà, voilà. Et donc, j'ai intégré Télécom Saint-Étienne et donc, j'ai passé 3 ans en école d'ingénieur. Donc là, je suis à Diapo, donc euh, ingénieur 1A. Je sais pas si c'est bon. Voilà, donc ce fut donc un changement radical entre la prépa et l'école d'ingénieur. Donc, pour ce qu'il faut voir déjà, l'école d'ingénieur, c'est beaucoup plus orienté vers plutôt les projets. Donc, c'est surtout les cours se font. Nous, on avait des cours en commun où il y avait toute la promo. Donc, la promo, on était une centaine d'étudiants. Donc, il y avait toute la promo qui avait des cours communs. Donc, pendant tout un semestre. Et en deuxième année, on était spécialisés. Donc, on avait 4 spécialités: télécom, réseau, image et électronique. Donc, pendant la première année, donc, ce qui change fondamentalement, c'est que les cours sont plus allégés. Donc, on va dire à 90% des élèves, on bosse plus à la maison. Donc, on révise juste la veille des contrôles et c'était vraiment très, très, très facile par rapport à ce qui se faisait en prépa. Donc, c'est le premier constat qu'on fait en école d'ingénieur, c'est que quand on arrive de la prépa, on bosse, on a l'habitude de bosser et tout, mais quand on arrive en école d'ingénieur, on se rend compte que voilà, c'est posé, c'est plutôt des projets. Donc, on est évalué sur des projets, sur des comptes rendus de TP et beaucoup plus posé par rapport à la prépa. Et donc, moi, je me suis spécialisé donc la première année. Donc là, la photo que vous voyez, c'était dans le club de robotique. Donc, c'est à l'école, on avait 4 clubs. Donc, un club qui s'occupait de tout ce qui était, on l'appelait le BDE, donc de tout ce qui est animation de l'école, comme des sorties ou des tournois, donc toute la vie étudiante de l'école. Et on avait un autre club qui était sport, donc pour ceux qui faisaient du foot ou toute activité sportive. Et moi, j'étais dans un club qui m'intéressait beaucoup, c'était le club de robotique. Parce qu'à l'école, on avait un club de robotique. Et voilà, donc j'étais un passionné de robotique, évidemment. Donc j'ai intégré ce club-là. Donc c'est un deuxième constat en école d'ingénieur, c'est que la vie, on va dire, en dehors des cours est même parfois plus conséquent que la vie qu'on passe en cours. Parce que c'est comme si les cours étaient, on va dire, à 40% par rapport à la vie extrascolaire. Donc, moi, personnellement, je passais dans ce club, par exemple, la journée était, on va dire, 8 heures dans la journée. Bon, après, c'était en dehors des cours. Et on avait peut-être 6 heures maximum de cours dans la journée. Voilà, donc la première année, j'ai intégré ce club-là. Et puis, on avait des projets en deuxième année. Donc, je suis au Diapo 2A, ingénieur 2A. Voilà. Et ce qui était différent pour moi, c'est qu'en première année, en parallèle de ma première année d'école d'ingénieur, j'ai fini un Master 2 parce que quand j'ai quitté l'université, j'étais en Master 1. Donc, j'avais décidé cette année-là, en parallèle de mon école d'ingénieur, de finir mon Master 2 en data science. Donc, j'alternais, quand j'avais pas cours en école d'ingénieur, j'allais cours en master. Et j'ai fait ce master-là en parallèle. Et donc, en deuxième année, je me suis spécialisé en système embarqué. Donc, on avait donc la spécialité électronique, mais orientée système embarqué. Donc, les systèmes embarqués, pour introduire donc ma spécialité, c'est tout ce qui est on avait 4 domaines fondamentaux dans les systèmes embarqués. C'était les FPGA, que peut-être certains connaissent. Donc, les FPGA, c'est des composants électroniques qui permettent d'accélérer le matériel. Par exemple,
Là où un ordinateur est capable de faire, je dirais, par exemple, des milliers d'opérations à la seconde, un FPGA serait, par exemple, 1000 fois plus performant, plus rapide qu'un processeur, par exemple. Donc, parce que ça accélère le matériel, ça utilise le langage qu'on appelle du VHDL, donc c'est du langage matériel, donc qui est exécuté directement sur les composants matériels qu'on appelle des transistors. Donc des transistors donc, qu'on fait commiter pour faire du calcul. Donc leur application, c'est de faire des calculs beaucoup plus rapidement qu'un ordinateur. Voilà. Et donc c'est une des domaines du système embarqué. La deuxième partie, c'est du Linux embarqué. Donc, Linux embarqué, c'est ce qu'on utilise donc souvent dans les entreprises, même dans mon métier actuel. Donc, c'est pour faire tout ce qui est développement logiciel embarqué en Linux. Donc, par exemple, typiquement, pour donner un exemple, en ce moment, on développe par exemple un logiciel qui serait capable de piloter un robot autonome. Donc, ce développement se fait sur du Linux embarqué. Et comme souvent en école, on est habitué à Windows. Et donc, on utilise des machines virtuelles Linux. Donc, on garde nos PC Windows et on a des machines virtuelles Linux pour travailler sur des projets en Linux. Et donc, l'autre spécialité que je faisais en parallèle, c'était les télécoms. Donc, les télécoms, on faisait tout ce qui est antenne, par exemple, dimensionner les antennes, comment dimensionner une antenne, le réseau aussi, on faisait du réseau. Donc, la fibre, comment déployer la fibre, par exemple, dans une ville. Donc, c'était une des spécialités des systèmes embarqués. Voilà, donc ensuite, je suis allé donc en deuxième année, donc on était donc, en deuxième année aussi dans le club de robotique, donc sur la jolie photo que vous voyez ici. Donc, alors, c'est que moi, en tout cas, personnellement, ce qui m'a beaucoup plu dans mon école d'ingénieur, c'était même pas les cours, c'était mes activités en dehors des cours. Donc, ici, par exemple, on avait participé à la compétition, la Coupe de France de robotique. Donc, c'est une coupe de robotique qui est organisée tous les ans en France et qui regroupe à peu près 200 équipes venues un peu partout en Afrique, en Asie et en Amérique. Et donc, c'est pendant une semaine, on se retrouve à la Roche-sur-Yon. Et à chaque année, en début d'année, il y a un thème qui est proposé. Et les étudiants, ils ont donc depuis septembre jusqu'en mai pour fabriquer un robot qui va compétir dans cette coupe-là. Donc, l'année-là que vous avez participé, le thème, c'était les villes intelligentes. Donc, il fallait fabriquer un robot qui était capable de fonctionner de façon autonome, de transporter des palettes, de déposer, de trier par rapport aux couleurs des ballons et de lancer des ballons aussi. Donc, cette année-là, on avait aussi organisé la même coupe, mais à la région Rhône-Alpes. Et on avait gagné, on était champion sur la Rhône-Alpes. Donc, c'était une de mes plus belles expériences en école d'ingénieur. Donc, voilà. C'était la vie associative qui était très, très intéressante. Et les compétences en termes de technique, donc vous avez plus appris en termes de technique, en compétences dans ce club-là parce qu'il y avait les anciens qui sont passés dans ce club-là, donc qui transmettaient les connaissances et donc c'était très, très intéressant. Et ensuite, je suis allé en troisième année. Donc en troisième année, comme on peut le voir sur la photo, donc c'était ingénieur 3A. Donc je me suis spécialisé donc complètement. Donc j'ai laissé les télécoms. On avait le choix entre télécom ou faire un double diplôme. Donc je me suis spécialisé en système embarqué et j'ai fait un double diplôme en parallèle de ma troisième année. Donc c'est aussi une troisième remarque à faire en école d'ingénieur. Actuellement, quasiment beaucoup d'écoles d'ingénieurs proposent des doubles diplômes en dernière année. Donc, par exemple, pour permettre aux élèves de faire, par exemple, la technique, souvent, le double diplôme qui est proposé à côté, ça devient du non technique comme du management ou de la projet. Parce que dans les entreprises, c'est beaucoup recherché
les profils ingénieurs techniques, mais quand même avec, par exemple, du management ou de chef d'équipe. Donc, les écoles d'ingénieurs se sont adoptées pour proposer souvent des doubles diplômes en troisième année. Alors, moi, j'avais fait un double diplôme en système intégré, donc c'était un master à l'école centrale de Lyon. Donc, qui offrait, c'était un bon master, donc je l'ai choisi parce que, pour deux raisons. Donc, ce qu'il faut voir aussi actuellement en France, dans beaucoup d'entreprises, quand on cherche un premier boulot, c'est surtout l'école qui compte. Par exemple, l'école d'ingénieur qu'on a fait qui est beaucoup mise en valeur pour son premier travail ou pour son stage de fin d'études. Par exemple, les rémunérations de premier boulot, ils sont plafonnés souvent par rapport aux écoles. Par exemple, un étudiant qui sort de l'école centrale, il aura un salaire, on va dire, moyenne entre 35K ou 38K. Et pour quand on négocie, moi, quand je négociais mon contrat, donc c'était par rapport à l'école, à mon école. Donc, on regardait le plafond de mon école et on négociait le salaire dans la grille de l'école. Et donc, j'avais choisi cette école-là parce que donc, ça permettait d'avoir une école centrale donc, sur mon CV, donc ce qui m'a beaucoup aidé dans la recherche de stage et aussi dans la recherche de travail après le stage. Et donc, j'ai fait mon stage de dernière année donc, dans une entreprise qui s'appelle Oroc. Donc, c'est une entreprise de robotique. Donc, l'entreprise conçoit donc, des robots autonomes qui transportent des bagages en aéroport. Donc, en aéroport, quand on trie les bagages, donc ils sont transportés actuellement. Donc, je suis à la diapo. Alors, la diapo ingénieur R&D, je ne sais pas si tu es. Ici, sur l'image, on voit bien donc, les bagages qui sortent du tarmac. Et donc, ces bagages-là, ils sont transportés vers l'aéroport actuellement. Sur la diapo suivante, on voit à droite, on voit les systèmes qui existent actuellement. Donc, c'est les systèmes de robots qui transportent les bagages depuis le tarmac jusqu'à l'avion. Et le problème de ces systèmes-là, c'est que c'est des remorques et il faut attendre que les remorques soient pleins pour transporter et ils ne sont pas du tout flexibles dans l'aéroport. Et à gauche, une solution qui commence à exister, c'est des robots autonomes qu'on voit à gauche, qui sont pilotés tout seuls, de façon autonome et qui transportent. Mais là, ils sont qu'à l'intérieur du tarmac. Et donc, nous, notre entreprise, il développe donc, le même concept, mais pour l'extérieur, pour transporter les bagages du tarmac à l'avion. Donc, c'est, par exemple, là, on va faire des tests en mai à l'aéroport de Paris. Donc, on va être sur, par exemple, 10 robots donc, qui vont être pilotés par un serveur. Et donc, ce serveur-là va piloter les robots et va programmer les robots qui transportent les bagages par rapport à, par exemple, la liste des vols de l'avion, quel avion qui part à telle heure. Donc, le serveur, il envoie les robots pour qu'ils chargent l'avion. Tout ça permet de gagner beaucoup de temps en termes de rapidité, donc ce qui va réduire les temps d'attente, par exemple, quand on prend l'avion ou quand on fait des escales. Donc, cette entreprise-là, on est 12 employés. Il y a 3 services là-dedans, donc le service recherche et développement et le service RAS. Donc, moi, je fais partie du service recherche et développement. Donc, principalement, mes journées, c'est du code. Donc, nous, on développe le logiciel qui va piloter ces robots-là. Donc, pour ceux qui connaissent un peu, je pense, en prépa, vous faites... Bon, à l'époque, c'était pas encore du C++ en prépa, mais je pense qu'actuellement, peut-être qu'ils ont introduit peut-être du Python en prépa. Donc, nous, on fait du Python et du C++, beaucoup, mais beaucoup de C++. Donc, le développement du logiciel qui pilote ce robot-là. Donc, alors, pour ce qui va intéresser donc, plus, j'imagine, les élèves, c'est plutôt, donc, quand vous êtes en école, une fois que vous êtes en école d'ingénieur, donc, c'est surtout le stage de fin d'études qui est déterminant pour le travail, parce que moi, j'étais en l'entreprise où j'ai fait mon stage de fin d'études.
Donc, j'ai fait un stage de 6 mois. Donc, il y a des écoles qui proposent, par exemple, en deuxième année, un stage de 4 mois et en troisième année, un stage de 6 mois. Donc, moi, c'était un stage de 1 mois en première année et un stage de 3. Donc, c'est pendant ce stage-là c'est l'expérience la plus conséquente parce que quand on arrive en entreprise, le constat, c'est que les connaissances acquises en entreprise, on va dire, ils sont utiles peut-être même pour ça du travail que vous allez faire. Donc, moi, j'ai été reformé pendant quasi pour vraiment prendre en main les vrais outils qui sont utilisés en entreprise parce qu'il y a un vrai décalage entre ce qui est ancien et ce qui se fait vraiment dans la réalité en entreprise. Et donc, moi, j'ai passé 6 mois à être reformé avant d'être vraiment personnel, de prendre les outils et de travailler comme un. Donc, ça, c'est un constat qui est global. Donc, voilà, bien chercher son stage de fin d'études. Et souvent, donc, quand ça se passe bien, donc quand le stage se passe bien, ils proposent un CD. C'est mon cas cette année. Donc, j'ai continué dans l'entreprise, évidemment, où j'ai fait mon stage de fin d'études. Et aussi, beaucoup d'écoles d'ingénieurs comme la mienne, mais moi, je changeais, donc je n'étais pas soumis à cette obligation-là. C'est qu'il y a une obligation de passer un minimum de 2 mois à l'étranger. Donc, pour les Français, quand ils sont en école d'ingénieur, pendant le cursus, donc ils ont 2 mois obligatoires à passer à l'étranger. Ça peut être comme un stage ou un échange avec une école étrangère, ou bien ça peut être même des vacances. Donc, il y a ceux qui font valider, par exemple, un boulot d'été à l'étranger, qui font valider leur boulot d'été comme étant leur expérience à l'étranger. Donc, c'est aussi quelque chose à noter, ce qui est différent en école d'ingénieur. Voilà, donc pour mon cas, donc actuellement, donc ça fait mon entreprise. Et voilà, j'adore ce qu'on fait parce que voilà, je suis passionné de robotique et pour moi, je devais résumer un peu mon parcours professionnel. C'est qu'il faut vraiment choisir ce qu'on veut faire. Donc, et un peu le problème, l'erreur que les élèves ils font quand on est en prépa, on choisit par rapport à l'école. Par exemple, les élèves à l'école centrale, l'école des mines, sans forcément que ça correspond au travail qu'ils veulent réellement faire dans le futur. Parce qu'il y a une vraie différence entre les différentes écoles. Par exemple, on me dit que ce qui est vraiment mieux, c'est quand on est en prépa, de chercher à savoir ce qu'on voudrait vraiment faire et de voir les écoles qui proposent ce qu'on voudrait vraiment faire et pas aller, par exemple, passer les concours école centrale et quand on arrive à l'école centrale, on se rend compte que ça correspond vraiment, mais pas du tout à ce qu'on veut faire. Et souvent, on est soit obligé de continuer, soit de changer d'école. Donc, moi, j'ai eu la chance donc, de faire la prépa à l'université. J'ai fait 3 ans en faisant des doubles diplômes. Donc, quand j'étais, par exemple, à l'école des mines, donc j'ai fait l'école d'ingénieur des mines, c'est là où j'ai fait mon master. Donc, il y avait une vraie différence. Je me sentais vraiment, mais pas du tout à ma place parce que ce soit en termes de. Donc, ce qui est très intéressant aussi, que ce soit la vie étudiante dans l'école ou les projets qui sont proposés à l'école, ça correspondait, mais pas du tout donc, à ce que moi je voulais vraiment faire. Et donc, c'est un conseil à donner, c'est vraiment, il faut chercher l'école qui correspond à ce qu'on voudrait faire. Donc, également, donc, il y avait mes promotionnaires qui étaient à Centrale et qui ont fini par changer d'école au bout d'une année parce que ça ne correspondait pas à le métier qu'ils voulaient faire. Mais en prépa, on était plutôt on cherche la meilleure école qui arrivait pour aller dans cette école-là. Et finalement, c'est peut-être vraiment pas l'école qui correspond à ce qu'on voudrait faire. Donc, prenez bien le temps de chercher de chercher les écoles qui correspondent à votre profil. Et aussi un deuxième donc conseil, c'est que il y a
on va dire quasiment, je dirais, après mes études, il n'y a pas une vraie différence entre une école en termes de technique, je veux dire, une école qui est sur E3A ou une école qui est sur CCP ou une école qui est sur Centrale. Certainement, quand on négocie, par exemple, le salaire, comme je dis, les étudiants qui viennent de Centrale, ils ont plus de manœuvres pour négocier leur salaire. Donc, on va dire avoir un salaire qui est plus élevé, donc pour être franc. Mais par contre, en termes de technique, un étudiant qui vient de Centrale, il n'est pas forcément plus technique qu'un étudiant qui vient d'une école de E3A. Donc nous, dans l'entreprise, par exemple, on a des étudiants qui viennent des écoles de Centrale et il y a des étudiants qui viennent des écoles de Polytechnique, donc c'est sur E3A. Mais en termes techniques, on voit mais pas la différence parce que souvent, ce qu'ils ont appris à l'école, c'est que la théorie. Et quand ils arrivent en entreprise, ils sont reformés pendant 6 mois. Et donc, tout le monde part. Donc, voilà. Donc, si vous voulez une école et qui se trouve sur E3A, donc, c'est pas, allez-y, n'hésitez surtout pas. Parce qu'après, vraiment, un étudiant qui vient de Centrale ou de cette école-là, la différence en termes techniques, il n'y a pas une très grande différence technique. Et de toute façon, comme je le dis, quand vous allez sur votre premier boulot, vous vous rendez compte que les écoles ils sont à 10% utilisées et que vous êtes reformé pour être opérationnel. Donc voilà, c'était les principaux remarques que j'avais. Alors sur la dernière diapo que vous voyez ici, c'est l'idée que j'ai d'un ingénieur en fait. Cette photo-là, je l'ai prise c'était il y a 2 mois. J'étais en train de déménager et à ce moment-là, j'avais peu de voiture. Et le mec qui devait me vendre le canapé m'a dit que j'avais moins de 24 heures pour le récupérer. Ils n'avaient pas le temps d'aller louer une camionnette. Et voilà, donc sur le tas, donc c'était l'idée qui m'est venue en tête. Donc je suis allé comme ça, j'ai pris une poubelle, j'ai mis le canapé dessus et j'ai poussé jusqu'à chez moi. Donc pour vous dire tout simplement, c'est vraiment la réalité d'un ingénieur, c'est que quand vous êtes en entreprise, vous êtes surtout là pour trouver des solutions concrètes à une situation concrète. Et ces solutions-là, voilà, donc ils peuvent, et très souvent, c'est des solutions qui viennent pas des compétences acquises, c'est souvent avec l'expérience. Par exemple, du code, pareil, c'est en faisant beaucoup de code qu'on finit par avoir les réflexes et de l'expérience, mais pas, on va dire, une intelligence qui viendrait. Donc souvent en prépa, quand on arrive en prépa, c'est la tendance. Mais vraiment, donc c'est voilà, c'est ma philosophie d'un ingénieur, quelqu'un qui est capable de trouver des solutions données à un moment donné et le plus rapidement possible, parce que évidemment, les entreprises, surtout moi, je suis dans une start-up, ils sont soumis à ce qu'on appelle le time to market, parce que le temps de développer une solution, on a peur que les concurrents aient déjà développé la même solution et qu'au final, notre solution soit plus viable quand on a développé. Et donc, le temps, donc il faut trouver des solutions rapidement, aller le plus vite possible. Et voilà, donc c'est souvent on va dire, à ce rythme de travail qui est assez conséquent quand même. Voilà. Donc, je crois que je vais m'arrêter ici. Et si j'ai un dernier mot à dire, c'est vraiment tous mes encouragements aux élèves parce que je suis passé en prépa, donc je suis conscient du travail. Donc, et dites-vous que c'est un travail qui dure que 2 ans, donc surtout la deuxième année. Et une fois que vous avez votre école d'ingénieur, à 90%, donc moi, en dernière année, je n'ai jamais ouvert mes cahiers, par exemple, à la maison. C'est juste la veille d'un contrôle. Et donc, peinard, une fois que vous êtes en école d'ingénieur, vraiment peinard. Donc, mettez le paquet en deuxième année. Voilà, allez dans l'école qui vous correspond le mieux. Et surtout, deuxième année et bon courage pour les premières années. Voilà.
tout pour moi. Oui. D'accord. Oui, pardon. Maintenant, vous devez entendre mon son. Excusez-moi, les élèves, j'avais pas mis mon son. Ça devrait marcher maintenant. Alors, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Il n'y a pas de questions. Après, on pourra revenir après la présentation d'Alexandre Guillot si vous avez des questions qui vous viennent. En tout cas, merci beaucoup, Boubacar. C'était très intéressant et très clair. Alors, on va passer à la présentation donc, d'Alexandre Guillot. Bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez très bien? Tout va bien? Vous m'entendez là ou pas? Non? Ok, très bien. Bonjour à tous, enfin bonsoir, étant donné l'heure un peu avancée de l'après-midi. Je m'appelle Alexandre Guyot, j'ai 26 ans. À l'heure actuelle, je travaille pour Safran en tant que consultant, ingénieur consultant pour Safran sur un programme militaire. Et du coup, je vais vous présenter un peu tout le parcours que j'ai pu faire depuis mes années prépa jusqu'à cette année 2020 avec les difficultés qu'il y a pu y avoir cette année. Pour la formation, tout d'abord, j'ai eu mon bac en 2012 au lycée Saint-Gabriel de Pont-l'Abbé. Ensuite, j'ai intégré le lycée naval, donc les classes prépa du lycée naval, MPSI en 2012-2013, puis PSI 2013-2014. Donc j'ai présenté à l'issue de cette deuxième année les concours militaires que je n'ai pas eu. Pour ainsi dire, je n'ai pas eu de concours. Et puis bon, il y a eu des choix qui ont été faits par l'établissement et qui ont décidé de ne pas reconduire ma troisième année. Et je suis venu à Quimper, donc près de chez moi, faire ma troisième année, ma 5,5, où j'ai passé une très bonne année parmi eux. J'avais déjà quelques copains qui se trouvaient l'année dernière, qui étaient au lycée naval l'année d'avant, et que j'ai retrouvé au lycée Briseux pour les classes prépa. Donc cette année a été beaucoup plus facile, on peut dire, sur le rythme des cours, ou sur le rythme on va dire, des examens, des DS, des contrôles. On a une certaine méthodologie qui est acquise au cours des 2 premières années, dès la première année, hein, pour certains qui ont plus de facilité que d'autres. Et à l'issue de cette troisième année, j'ai décidé de repasser donc aussi les concours militaires, mais aussi de présenter les concours civils, parce que il ne faut pas se fermer à pour ceux qui parmi vous qui viennent aussi du lycée naval ou qui veulent présenter les concours militaires. Il ne faut pas se fermer les portes. On a d'énormément de passerelles pour entrer dans n'importe quelles écoles, comme l'a présenté Baboucar à l'issue de sa présentation. Donc on a toujours un moyen d'atterrir là où on veut, que ce soit par des licences, ou même en faisant des doubles diplômes, ou en intégrant une autre école sur une troisième année, ou même une deuxième année. À l'issue
j'ai été reçu à CCP et j'ai intégré l'ENGTI, donc l'École nationale supérieure en génie des technologies industrielles, qui se focalise sur les génies des procédés et la filière énergétique. Donc franchement, c'est une école qui est aussi bien pour les psy que les PC. Vous avez aucun problème pour que les psy ou les PC à intégrer cette école. Bon, je la vends un peu aussi en même temps parce que bon, c'est une école assez sympathique avec un cadre assez sympa. On y reviendra tout à l'heure. On va pouvoir passer sur la troisième diapo, en parlant de la thématique des cours. Là, je vais vous présenter un peu enfin, vite fait, hein, parce que c'est pas ce qui est le plus emballant, on va dire, les cours en école. Mais c'est pour montrer un peu que au tout début, en première année, on est sur une année de tronc commun. On va dire on sait déjà dans quelle filière on est, mais on sait que qu'on a quand même une histoire de tronc commun avec des bases dans la continuité un peu de la physique qu'on a pu avoir en prépa. Donc on a de la thermodynamique, un peu de mathématiques, de l'informatique, des transferts, enfin tout ce qui est lié à la physique et à la chimie. Ensuite, sur le deuxième semestre de cette première année, on a un enseignement de spécialité donc lié par exemple au domaine dans lequel on travaillait, énergétique ou génie des procédés. Et on a aussi à la fin de cette première année un stage ouvrier, un stage dit ouvrier. Sur ce stage de 1 à 2 mois, on est vraiment sur une découverte de l'entreprise. Enfin, pour ma part, vous verrez dans la suite du diaporama que j'ai décidé d'aller travailler dans une entreprise de conserverie. Et en fait, on découvre l'entreprise. On voit au niveau de la production comment on voit toutes les étapes. On va dire les opérateurs, les responsables, ceux qui sont encore responsables du secteur, etc., etc. Et on a cette petite vision, on va dire, un peu on a une vision de fourmi où on voit l'ensemble des démarches. Sur la deuxième année, on est plus sur la deuxième année d'école d'ingé, on est plus sur une année où on va apprendre des méthodes sur la façon de résoudre des calculs, de dimensionner. On va avoir tout cet apprentissage sur comment on applique ça en situation réelle. On est encore sur la théorie. On est pas mal sur la théorie, mais on apprend à développer déjà nos connaissances et en même temps à les appliquer à des sujets qui sont beaucoup plus réels. Donc là aussi, on a la spécificité pour les chimies, le traitement, la simulation, etc. Et pour ceux qui viennent de psy, c'est plus une spécialité énergétique. Après, rien n'empêche là, on peut proposer, hein, on peut aller, si on aime la chimie, on peut proposer un dossier pour aller en chimie. C'est au début de la première année qu'on peut le faire. Sur la spécialité énergétique, on est plus sur aux énergies renouvelables. On va avoir aussi sur la thermodynamique, la simulation industrielle, l'efficacité énergétique. Déjà, on a un peu plus de cours qui sont en lien avec le domaine dans lequel on veut travailler. À l'issue de cette deuxième année, un stage de 4 mois. C'est un stage dit technicien bureau d'études. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore à avoir complètement la charge d'un projet. On est un assistant, on est plus là à apprendre qu'est-ce que le métier d'ingénieur sur ces 4 mois. On est vraiment sur une application de nos connaissances et de nos méthodes qu'on a eues lors de la première et de la deuxième année. Et ça permet alors de voir si c'est ce métier qui nous correspond, si on veut travailler en bureau d'études, si on veut vraiment poursuivre, si on est plus dans une thématique de recherche. Donc après, on veut peut-être devenir chercheur. C'est un moment qui peut être déterminant pour la troisième année parce que
on va se poser la question de est-ce que c'est un métier qui me correspond? Est-ce que j'ai plus envie d'avoir plus tard à gérer des équipes? Est-ce que j'ai envie plus tard d'aller chercher la solution industrielle ou de faire des recherches afin de développer une technique. Sur la partie de la 3e année, donc on a une particularité donc, sur l'application. On est vraiment sur l'application de tout ce qui s'est passé sur les 2 premières années. On a eu, nous, cette chance en 3e année dans notre école d'avoir des enseignements qui sont assurés par des professionnels. En fait, ce sont vraiment des intervenants qui sont dans des entreprises qui appartiennent à des entreprises qui sont partenaires de notre école, comme Total, pour ne citer qu'elle, c'est la plus grande. On va dire, qui vient. On a aussi des entreprises dans la chimie pour les génies des procédés qui va être Arkema. Donc c'est vraiment un intervenant professionnel qui va nous montrer un peu ce que va être son travail et comment nous on va l'adopter avec les méthodes et les connaissances que l'on a eues. Donc voilà, donc après sur la 3e année, on a un double choix que l'on peut faire avec parcours donc pour les génies des procédés, donc chimie, donc la conception des procédés assistés par ordinateur et des procédés par l'environnement. Alors je connais pas vraiment beaucoup cette filière-là, la génie des procédés, parce que c'était pas mon domaine étant donné que j'étais en énergétique. On est, donc moi j'avais choisi énergétique industrielle, où c'était vraiment tout ce qui va être attrait au dimensionnement, au calcul d'équipements qui peuvent être liés à des machines frigorifiques, les climatiseurs, à des réseaux de chaleur ou à des éléments de système qui font partie d'un condenseur, tout ce qui va être lié à trait à l'énergie. Donc, conception électrique, conception de ventilation, climatisation, chauffage, tout ça. Mais il n'y a pas que ça. Au cours de cette 3e année, on a aussi la possibilité d'effectuer, donc depuis 1 an ou 2 ans, je crois, on a la possibilité maintenant d'effectuer notre 3e année en alternance. C'est-à-dire que, donc vous en entendrez un peu parler, et c'est une bonne, je trouve que c'est une bonne chose de pouvoir faire de l'alternance, parce que ça vous montre la dimension, donc vous êtes 2 semaines à l'école, 2 semaines en entreprise, et vous avez vraiment cette dimension d'apprentissage et d'application directe. Vous n'êtes pas que dans la théorie. C'est vraiment une façon de poursuivre, on va dire, votre école d'ingénieur directement dans l'entreprise et d'avoir quelque part une place un peu sûre par rapport à un contrat. Après votre contrat d'apprentissage, vous basculez sur un CDI, un CDD, mais pour la majorité des personnes, c'est plus un CDI. Parce qu'on vous fait facilement confiance, on vous connaît aussi, parce que vous avez travaillé au sein de l'entreprise et vous avez montré des résultats. Donc franchement, c'est un bon moyen de poursuivre et d'appliquer directement les théories que l'on a fait et de voir que pas toutes les théories que l'on a vues ne sont applicables en entreprise. Des fois, il y a des valeurs, des quantités, des paramètres qui varient et qui va modifier ce que vous avez, va erroner ce que vous avez un peu appris, mais vous permettra de le corriger. Parce qu'on est toujours aussi, un ingénieur, c'est toujours une personne qui cherche à apprendre, qui cherche à aller plus loin dans ses connaissances et pas à se limiter à juste un problème, moi je le laisse et il y a quelqu'un d'autre qui va le trouver à ma place. Vous avez aussi l'Erasmus, donc c'est un déplacement à l'international. Donc, vous pouvez faire un semestre vraiment donc complètement immergé dans une université autre qu'en France. Vous pouvez très bien aller, comme Baboucar l'a dit, sur une entreprise, sur une université ou une école française, mais vous avez la possibilité aussi d'aller à l'étranger. On a au sein de notre école des destinations qui sont en Chine, en Amérique du Sud, aux États-Unis. On a aussi donc en Malaisie, on a encore dans le nord de l'Europe, donc tout ce qui est Scandinavie. J'ai des amis qui sont allés en Islande. Pour ma part, moi je suis allé en Suède pendant 6 mois. Donc c'est une expérience aussi qui est vraiment
très enrichissante parce que ça nous permet de nous ouvrir à une autre façon de travailler. Là où dans notre école, on avait des cours magistraux, on va dire, donc on a 4 heures midi, donc ça ne convient pas à tout le monde, mais on est quand même dans un apprentissage continu, avec CDS et ses contrôles sur l'année. Un point à rajouter aussi sur la 3e année, c'est qu'on est beaucoup sur des projets. On n'a pas on va dire, de contrôle vraiment à rendre. C'est plus un projet en équipe. On est beaucoup sur un travail en équipe, que ce soit de l'informatique, sur du développement. On est aussi sur des problématiques de marketing, parce que on apprend aussi toute la dimension un peu commerciale de voir qui va être liée à des problématiques, aux divers projets que l'on peut avoir. Donc on est vraiment aussi dans tout ce développement personnel avec les compétences managériales, des compétences de solidarité, de travailler en équipe et de savoir comment aussi se présenter, de présenter un projet afin d'avoir le meilleur rendu et de pouvoir par la suite être le plus optimum possible. Donc voilà. On va passer sur la 5e diapo. Donc vous pouvez voir sur ces images un peu toutes les activités, enfin on va dire tout ce qui est autour de notre école, dans laquelle j'étais à Pau. Donc on était à 1 heure des pistes de montagne. On était, que ce soit pour la randonnée ou le ski, on est à 1 heure de la plage, avec Biarritz, Bayonne et toutes les férias qui peuvent arriver à partir de mai-juin. Mais on a la possibilité aussi de faire plusieurs d'autres projets. On a des personnes qui peuvent participer au 4L Trophy, un rallye d'étudiants qui part de Bayonne et qui traverse tout l'Espagne pour aller jusqu'en Maroc et distribuer des fournitures scolaires et des fournitures sportives aux pays du Maghreb. On a des activités qui sont régies par le BDE, le BDS. Donc BDE organise, comme Baboucar l'a dit, des soirées, des événements qui ont attrait à la vie de l'école, et le BDS, c'est plus tout ce qui va être attrait au sport. Donc on va dire que par rapport à la prépa, il y a beaucoup plus d'événements festifs et sportifs qu'on peut en avoir au sein des classes prépa, ce qui est un peu normal. On est aussi là pour travailler en classe prépa, et puis en école d'ingé, il ne faut pas oublier le travail, mais on a une vie un peu plus épanouie, on va dire, en termes de développement, de vie extrascolaire. On a toutes les opportunités qui nous permettent d'intégrer des différentes associations, que ce soit liées à l'école ou liées au campus universitaire qui peut se trouver à côté. C'est pas ça qui manque. Donc voilà, vous voyez à peu près les proportions des personnes qui se trouvaient dans notre école. On a beaucoup de personnes qui viennent sur il y a 30% de femmes et 70% de garçons. On est assez bien représentés, et puis on arrive tous à bien s'entendre dans cette école, dans cette proportion de promotion d'une centaine. Voilà. Donc je vais passer maintenant à l'expérience professionnelle. Donc un peu détailler tout ce que j'ai pu faire depuis ma sortie, depuis l'école et ma sortie d'école. Donc tout d'abord le stage ouvrier dans une conserverie de poissons du côté de Saint-Guénolé, pour ceux qui connaissent. Donc aussi un alimentaire, on est vraiment, comme je le disais, sur une dimension de découverte de l'entreprise, de voir comment ça se passe dans la production, on apprend à suivre les horaires de travail, les cadences, on n'est pas forcément, on apprend vraiment le travail, on va dire, d'un ouvrier, d'un opérateur sur ces lignes de production.
En deuxième année, j'ai travaillé chez Omexom. Donc, c'est une entreprise qui fait de la transformation et de la conversion d'électricité liée aux énergies renouvelables, donc à Saint-Éverzec. On est donc à côté de Quimper. On était, on va dire, de containers avec tous les équipements de conversion électrique qui permettaient d'avoir de transformer l'électricité qui venait des éoliennes, des panneaux photovoltaïques ou même des hydroliennes, de les transformer et de les mettre sur le réseau électrique public. Donc on vendait à EDF, ou alors ce sont des particuliers donc, qui décidaient de vouloir mettre d'adopter une consommation, une alimentation électrique plus, plus verte, et donc qui installaient des panneaux solaires ou des éoliennes près de chez eux afin d'avoir une alimentation plus verte. Je travaillais sur la partie, on va dire, climatique, parce que la conversion en fait, de l'énergie électrique qui provient des éoliennes et afin de la mettre soit sur batterie ou sur le réseau public, engendrait des surchauffes au niveau des équipements, et on cherchait un moyen de réduire cette chaleur. Ma troisième année, donc mon stage de fin d'études, c'est ingénieur prévention des risques. J'ai travaillé donc chez Suez, donc de mars à décembre 2018, dans la mise en place d'une norme liée à l'efficacité énergétique. Donc bon, parce que je peux vous dire, enfin vous savez peut-être pas encore tout ce que c'est tout ce qui est trait à la consommation et à l'amélioration des consommations, c'est-à-dire trouver le meilleur équipement qui puisse, qui puisse le moins consommer, mais produire le plus. Donc voilà, pour faire court. On est vraiment sur cet aspect-là. Ensuite, on est sur une dimension, alors ingénieur prévention des risques, on est sur une dimension assez réglementaire, parce que c'est plus sur c'est de la réglementation, on a des inspections, on a des audits qui nous sont auxquels on doit participer, on doit justifier des résultats, les résultats des consommations des entreprises. Donc on est vraiment sur un reporting, on va dire, assez quotidien, hebdomadaire, voire même mensuel pour certains, parce qu'on nécessite d'avoir des données assez complètes. Mais voilà, c'était une expérience très enrichissante, parce que bon, déjà je découvrais la région Centre-Val des Loire. En plus, j'étais assez autonome sur le sujet, parce que c'était une expérience, c'était un domaine où j'étais le seul à travailler dessus, et ça ne m'a pas déplu, parce que ça m'a permis aussi d'avoir une organisation, d'être autonome. J'avais des responsabilités, même après, si j'en rendais compte à ma chef, à ma responsable de stage. On est vraiment, j'étais vraiment en immersion, j'allais en autonomie sur les différents sites, je discutais avec l'ensemble des personnels, ça pouvait aller très bien de l'opérateur au responsable, même au responsable de site. J'avais cette dimension de formateur, parce que il fallait qu'on explique, qu'on apporte une dimension, on va dire, d'apprentissage sur le fait des impacts que peuvent avoir leur travail sur les consommations énergétiques. Et cette expérience s'est débouchée par une validation de la norme. Donc du coup, Suez a été certifié ISO 50001, et ce pour une durée de 5 ans pour le moment. Ensuite, cette expérience, donc on arrive en 2019, je travaillais chez Dave Big Four. C'est une entreprise qui fabrique des explosifs. Ce que je m'explique, donc du coup j'étais ingénieur sécurité environnement, donc qui se rapproche du poste d'ingénieur prévention des risques. On est vraiment sur une dimension
assez, comment dire, on prend bien en compte toutes les dimensions de risque que peut avoir un site où on fabrique des explosifs. On a beaucoup de réglementations, de règles de sécurité à adopter, mais ça ne nous empêche pas de travailler. Donc on a des contraintes, certes, pour veiller à la sécurité du personnel, sécurité du matériel, sécurité de l'environnement aussi, parce que bon, on est soumis à des réglementations de l'environnement. Donc on a beaucoup de contrôle de la part d'organismes de l'État, afin de vérifier, ou même de la région, pour vérifier que tout était correct au niveau des émissions, que les rejets étaient sous contrôle et qu'on traitait l'ensemble des risques correctement. Donc cette expérience a duré 4 mois. Donc c'était une expérience courte. Ils n'ont pas voulu renouveler ma période d'essai. À l'issue, je me suis retrouvé au chômage. Donc ça peut arriver, tout le monde peut se retrouver au chômage à l'issue d'une première ou d'une deuxième expérience, c'est pas grave. Ça nous permet de voir aussi, de se recentrer sur soi-même et de se poser les bonnes questions sur est-ce que j'ai envie de continuer dans ce domaine? Est-ce que j'ai envie c'est toujours un métier qui me plaît. Ça se permet aussi de voir si on est réactif, si on ne se laisse pas abattre. Parce que, comme on dit, un ingénieur, ça doit être réactif. Il doit trouver des solutions plus rapidement possible. Et être au chômage aussi, ça montre une certaine ténacité et une certaine motivation qu'il faut toujours garder à l'esprit, même si on subit des déconvenues. Pareil pour les concours. C'est pas parce que vous avez loupé vos concours en deuxième année qu'en troisième année, vous allez louper. Normalement, on est bien mieux préparé et on a cette motivation et cette envie. À l'issue, en septembre 2019, donc l'année dernière, j'ai intégré une société d'ingénierie de conseil, donc à Paris. Donc j'ai fait un bout de chemin. Donc je suis parti de la Bretagne pour aller à Pau dans le sud-ouest, pour arriver après en région centre et la région Bourgogne avant d'arriver sur Paris. Et une des premières missions, donc société de prestation, donc on se vend en même temps, la société se vend et nous on se vend aux entreprises, et on est là vraiment en tant que conseiller, en tant que consultant, où on apporte un peu nos expériences, nos compétences que l'on a acquis aussi bien durant les expériences professionnelles que les compétences liées à l'école. Donc pendant ces 4 mois, donc de septembre à décembre 2019, j'étais essentiellement sur une démarche de chef de projet. Pour faire court, pour développer un peu, parce que moi c'est vrai que je l'adopte, je la présente dans une des diapos suivantes. On est un chef de projet, c'est vraiment une personne qui va gérer tout un ensemble d'équipes et qui va être transversal à tout le monde. Il va contacter aussi bien, il va mettre sur place le projet, il va réunir toutes les personnes qui vont être nécessaires. Donc il va faire un peu de management de ressources, parce que il a besoin d'un conceptionneur, d'une personne qui dessine sur SolidWorks ou sur CATIA ou sur un logiciel de modélisation 3D. Il a besoin d'un ingénieur qualité parce que il faut que le produit soit conforme à toutes les réglementations, qu'il ne présente pas de danger. Il a besoin d'un trésorier, on va dire, d'un comptable qui permette de gérer, tu dépasses pas le budget, on a ça comme budget qui est alloué, donc du coup tu développes ce produit dans cette marge financière, avec un niveau de rentabilité qui doit excéder tel ou tel pourcentage. Donc on est vraiment sur une démarche où on conçoit, on fabrique et on certifie le produit de A à Z. On suit le projet de A à Z. On a vraiment cette vision cette vision totale où on est en contrôle et même en mode décisionnaire sur des problèmes qui peuvent nous arriver. Donc cette expérience a duré 4 mois.
où moi j'ai travaillé sur de la VMC, donc la ventilation mécanique contrôlée que l'on peut retrouver dans les maisons. On a travaillé sur un projet d'avoir une version concurrente à 2 autres sociétés. Donc là, on avait fait un regroupement d'informations sur les concurrents, on a fait des tests acoustiques, tests aéroliques pour déterminer en fait quel était le meilleur, on va dire, le meilleur produit entre les deux, qu'est-ce que nous on pouvait améliorer, où est-ce que nous on pouvait insister, est-ce que c'était sur les dimensions du moteur, est-ce que c'était sur la conception, le design en lui-même du produit. Donc il y a toutes ces petites questions qui se posent, et on est vraiment dans une dimension de contrôle et de points contact avec l'ensemble de l'entreprise, des services de l'entreprise. Et depuis cette année, depuis janvier 2020, donc à l'issue de cette expérience de chef de projet, je suis retourné dans le domaine de la sécurité, où je travaille chez Safran, où un peu comme au modèle de Suez, c'est pas une norme que je mets en place. Là, on est plus sur vraiment récupérer des preuves de conformité, vérifier que les risques ont tous été pris en compte sur le projet dans lequel je travaille. Donc, je travaille sur un drone militaire. Donc après, pour des raisons de confidentialité défense, je peux pas trop rentrer dedans, mais vraiment on est sur un aspect de réglementation, de vérification que tous les risques sont bien pris en compte, qu'on a des solutions face à ces problèmes, et que du coup on est le plus transparent possible, et que l'on n'a aucun risque, qui ce soit envers le matériel, envers l'environnement ou envers le personnel, qu'il existe, et qui ne soit pas, on va dire, protégé. Voilà. On va pouvoir passer un petit retour sur l'expérience marquante, parce que moi, le stage de fin d'année, ça a une importance particulière, parce que c'est un peu ce qui va conditionner un peu vos métiers futurs. Certains, pour ma part, lors de mon expérience de fin d'année en tant qu'ingénieur sécurité, prévention des risques, ça conditionne vraiment la personne. On va être catégorisé sécurité, donc du coup, si on recherche un autre type de poste, on va avoir du mal, parce qu'on n'aura pas tout ce qui va être technique, on n'aura pas tout l'apprentissage derrière, on va dire, qu'on aurait pu avoir en étant ingénieur d'études, parce que on est conditionné dans la réglementation, et que pour certains c'est difficile d'en sortir. Donc un petit rappel sur la valorisation, sur la valorisation énergétique, ou moi sur les sites où j'ai travaillé. Donc on brûle nos déchets, et via l'incinération de nos déchets, on produit de la vapeur qui, par des cycles thermodynamiques, produisent de la chaleur ou de l'électricité. Donc pour résumer le tout, pour pas trop rentrer dans les détails, donc c'est un aspect assez important, parce que c'est ce qui permet pour certaines villes d'avoir du chauffage au lieu d'avoir un chômage au fioul, au gaz ou autre. On est vraiment sur de la vapeur d'eau, et qui va chauffer un ensemble de circuits, qui va alimenter par exemple un hôpital, et ça produit aussi de l'électricité. Si par exemple on se trouve dans une zone industrielle, on peut alimenter, on va vendre l'électricité fournie, et on va alimenter des entreprises comme ça. Donc ça évite qu'eux ils en achètent via des sources par exemple nucléaires, alors que là on aura une source un peu plus verte, pas totalement, parce que on a quand même des rejets un peu atmosphériques, et qui sont liés à des déchets, et qui ne sont pas tous très sains. Mais tout ça c'est contrôlé, donc on a vraiment des personnes avec qui on travaille, d'où on doit justifier que toutes les valeurs des rejets atmosphériques sont dans les limites demandées par l'État. Donc sur le travail que j'ai fait, c'est plus donc l'intégration de consommation, de la rédaction aussi de documents, de formation, et une réalisation de reporting mensuel,
Donc on était vraiment sur une fonction d'aide support parce qu'on n'était pas propre à un site, on était dispatché sur plusieurs sites. Donc, ce qui permet aussi d'avoir des interactions avec diverses personnes, divers caractères, diverses personnalités. Donc, c'est franchement quand on devient ingénieur, on est sur un modèle relationnel. Il faut qu'on arrive à composer avec tout le monde. Bien sûr, il peut y avoir des désaccords, mais après, c'est à nous aussi de gérer ces désaccords et de faire en sorte que voilà, tout le monde soit content, entre autres. La partie chef de projet, donc on est vraiment sur la gestion d'un produit de A à Z avec du benchmark, du brainstorming, donc on réfléchit tous ensemble. On est vraiment sur un travail d'équipe parce qu'on est en relation avec énormément de personnes. Donc c'est franchement un métier aussi qui est super parce qu'on doit utiliser toutes les ressources, toutes les compétences qu'on a pu acquérir au cours de notre scolarité. En cours de scolarité, vous aurez des projets, vous aurez des fois le rôle d'un chef, le rôle même d'une personne qui est juste à côté, d'une fonction support, et vous avez franchement toute cette dimension où vous pouvez exercer les compétences de relationnel, managérial, technique aussi, parce qu'on apporte une dimension technique. Voilà, franchement, le chef de projet, c'est franchement une dimension assez complète pour un ingénieur. Voilà. Après, on arrive sur la dernière diapo, mais pour résumer sur le métier d'ingénieur et tout mon parcours, je ne regrette. Moi, au début, je voulais rentrer à l'école navale. Avec les concours, je voulais faire l'école navale. Je m'étais dit, bon, je vais faire officier. J'en démords pas. Et les résultats au concours et puis le fait de se dire, de réfléchir à d'autres opportunités qui peuvent ouvrir des portes. Comme l'a dit Baboucar, il faut vraiment pas se fermer et chercher vraiment on va pas dire la bonne école parce que on aura toujours, on pourra se dire trouver mieux, mais on est sur une dimension où il faut se poser les bonnes questions, de se dire qu'est-ce que je veux vraiment. Après, on trouve l'école qui nous convient. On fait ces 3 ans, mais sur ces 3 ans, on a la possibilité d'atterrir dans d'autres écoles. On peut aller atterrir en partant sur une école CCP, on peut atterrir dans une école de mine sur la 3e année, on peut faire une école à l'étranger, on peut aller sur l'Université Polytechnique de Montréal, on peut aller les passerelles, c'est ça qui fait la beauté de notre système de scolarité française, c'est qu'on est vraiment sur un système où on peut avoir des passerelles partout. On peut aller partout où on veut, pas partout suivant qu'on veut dire, c'est un peu un euphémisme, mais on est vraiment sur... on a les moyens, on a les accès qui nous permettent d'aller sur des choses que on n'aurait jamais pensé y aller suite à nos résultats au concours. J'ai des amis, ils sont allés sur des écoles centrales alors que on avait tous fait CCP. Voilà, donc c'est... faut pas se dire à l'issue des concours que j'ai pas eu ça. C'est tant pis. On aura toujours le moyen de pouvoir y revenir, que ce soit par des moyens détournés. Donc voilà. Donc après, il vous reste encore 4-5 mois pour bien plonger de savoir vraiment ce que vous voulez. Mais en tout cas, je voulais souhaiter un bon courage pour les concours. Et puis, n'oubliez pas, de toute façon, il faut garder la motivation, il ne faut pas se décourager. C'est la pire des choses de se décourager quand on arrive au concours. Certes, c'est dur, mais sachez que on est passé avant là par vous, on a réussi. Et donc, c'est pas insurmontable, on va dire. Ouais, et puis, je voulais terminer par la petite citation du général de Gaulle qui fait « Soyons fermes, purs et fidèles. Au bout de nos peines, il y a la plus grande gloire du monde, celle des hommes et des femmes qui n'ont pas cédé. » Voilà. Merci à tous. Et puis, bon courage à tous et bonne fête de fin d'année.
Merci beaucoup. Alors, on va laisser quelques instants aux élèves pour réagir éventuellement dans le chat. Merci beaucoup Alexandre, c'était très intéressant. Un parcours très riche. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui vous seraient venues ? Je vois qu'il y avait une question éventuellement par rapport à la première présentation. Bah, c'est possible de la poser aussi. Il n'y a pas de souci. Alors, donc Mathieu demande, par rapport au club d'école d'ingé, est-ce que c'est possible d'en suivre plusieurs ? Et si j'ai suivi, ça a presque le même volume horaire que les cours, donc est-ce que c'est aussi important dans le sens où il faut s'investir dedans, ou bien c'est juste un loisir, et l'objectif de ces clubs, si tu apprends des choses, s'il y a des projets, des attentes, ou bien juste préparer des compétitions, merci bien. Alors on va revenir peut-être avec tout le monde. Je ne sais pas si vous voulez essayer de répondre à cette question. Donc, c'est par rapport au club en école d'ingénieur. Vous m'entendez ? Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, comme moi, dans mon école et dans beaucoup d'autres, c'est que c'est pas obligatoire. Donc, en gros, par exemple, on n'est pas obligé d'intégrer un club. Et ce qui est fait dans le club, par contre, ça nécessite, par exemple, une fois qu'on rentre dans un club, certainement, il y a des engagements, mais souvent, c'est du travail qui est fait, on va dire, de façon bénévole, soit par exemple plus grand, donc on peut faire plusieurs clubs déjà, on peut être dans plusieurs clubs. Et par contre, qui sont compatibles, par exemple, il y a des clubs où on travaille, moi dans mon club, des gens qui voulaient gagner la compétition, on va dire, qui étaient passionnés et limite qui cherchaient les cours rien que pour aller faire le robot. Donc le travail qu'on fournissait vraiment, il y avait donc dans les membres du club, il y en a qui passaient que 2 heures, par exemple, dans le club par jour. Donc il y en a qui passaient beaucoup de temps comme moi parce que voilà, donc il n'y avait pas de contraintes vraiment horaires à passer dans ces clubs. La philosophie des clubs, c'est que les élèves vraiment s'y retrouvent et qu'ils y passent un très bon moment. Donc c'est vraiment la philosophie. Et après, c'est à chaque élève de s'investir comme il le sent. Donc par exemple, 1 heure par semaine ou 4 heures par semaine, c'est vraiment selon, par exemple, le besoin de l'élève. Par exemple, s'il a besoin de travailler plus ses cours, donc il passera plus de temps à travailler ses cours. Si, par exemple, il n'a pas besoin de travailler ses cours et qu'il veut s'investir dans le club, il s'investit. Donc après, les écoles, ils mettent des systèmes de compensation. C'est-à-dire, quand tu es dans un club, ça te rapporte des points en plus pour valider, par exemple, l'année. Par exemple, quand il te manque 2 points, par exemple, pour valider l'année scolaire et que tu es dans un club, on te fait valider l'année grâce aux points que tu gagnes en étant dans un club. Après, toutes les écoles n'ont pas des clubs. Enfin, pour ma part, moi j'avais juste un BDE, un BDS. C'était juste un bureau des élèves et bureau du sport. Les bureaux des élèves organisaient les événements. Après, ça dépend de la taille de l'école. Toutes les écoles n'ont pas la même taille, n'ont pas le même on va dire, budget financier qui permet d'avoir des installations ou des infrastructures qui soient, comment dire, développées. On sait que si on prend l'exemple de l'ENSTA Bretagne, pour ceux qui ont déjà vu les locaux de l'ENSTA, franchement, c'est un campus ultra grand
avec des hangars, des ateliers qui permettent de développer c'est impressionnant. Il y a les moyens aussi qui sont alloués en fonction des écoles. Après, ça ne veut pas dire qu'une école est moins bonne qu'une autre. En sortant d'une école, on a un diplôme. Et ce diplôme, en fait, c'est ce qui nous valorise. Certes, on va avoir des différences avec les écoles de centrale, de mine, pour la plupart, mais on sera quand même ingénieur et on a la même qualité que tous les autres qui sortent des autres écoles. Mais pour en venir après à la question des clubs et autres, c'est de l'implication, comme dit Baboucar, c'est franchement l'implication. Si vous voulez rencontrer d'autres personnes que vous n'avez pas dans vos cours et qui vous passionnez pour la même chose, foncez. C'est le meilleur moyen d'avoir des amis, de développer des compétences que on ne pensait pas avoir. Et c'est que du bonheur, que du plus. Et puis ça développe nos compétences. Et surtout à noter que souvent, moi, dans mon école, on n'avait pas de cours le jeudi après-midi. Il était réservé aux activités extrascolaires. Donc, ceux qui voulaient rentrer chez eux, ceux qui voulaient aller dans les clubs. Donc, on n'avait pas de cours les jeudis après-midi. Donc, c'était réservé pour ça. Ok, merci. Sophie, tu avais une question, c'est ça, que tu as posée dans le chat? La question c'était pourquoi Baboucar a-t-il choisi PC en prépa? Alors, ça va être étonnant, mais je ne l'avais même pas choisi. Parce qu'ils nous ont dit qu'il fallait, donc, quand j'étais en première année, il fallait donner son choix avant de partir les vacances. Je ne sais plus si c'était la Toussaint ou Noël. Sauf que moi, j'avais oublié de donner mon choix. Je suis parti en vacances. Et quand je suis revenu, j'ai vu mon nom en PC. Et du coup, je suis allé en PC. Mais j'étais content finalement parce que ils ont regardé mes notes et ils ont vu que j'avais de meilleures notes en chimie qu'en SI. Donc, ils m'ont mis en PC. Je suis allé. Mais finalement, j'étais très content parce que ça me correspondait plus à mon profil. Et toi, Alexandre, c'était aussi, c'était un choix net ou t'as hésité ou... À l'issue de ma MPSI, j'ai découvert que j'avais plus, pareil, c'est une question de notes qui s'est imposée, où j'avais des meilleures notes en physique-chimie que en maths. Donc j'ai fait une demande pour passer de MPSI à PSI, parce que normalement au lycée naval on faisait MPSI, MP. Il y avait très peu c'était pas la voie qui était admise pour entrer en PSI, mais j'ai fait une demande, ça a été accepté, et puis c'est moins rigolo que Baboucar, c'est sûr. Mais après, pour le choix de la PSI, comme pour des profs qui ont choisi PC pour lui, c'est une question aussi de note, de se dire qu'on a plus de chances de réussir en physique, chimie qu'en maths. Donc voilà. Ok, merci. Donc une autre question, est-il difficile de suivre un cursus bidiplômant? Non. La plupart des écoles fournissent un double diplôme. Ils offrent la possibilité d'avoir un double diplôme. Et pour ma part, moi qui ai fait aussi un double diplôme dans le management et la gestion des entreprises, ça rajoute certes une charge de travail, mais c'est pas insurmontable. Et après, c'est une implication, une motivation et une façon de s'organiser. Si on essaie de tout faire à l'arrache le soir ou la veille, des fois, c'est pas difficile. Et c'est même mieux, pour un ingénieur, c'est mieux d'avoir un double diplôme que d'avoir un seul diplôme, parce que ça valorise aussi les compétences, on va dire, d'ouverture d'esprit. On montre que on n'est pas resté cloisonné sur un aspect technique, mais on s'est ouvert vraiment à toute la dimension des compétences qui nécessitent du relationnel, de la communication, de la compréhension des systèmes comptables, financiers que peut avoir une entreprise, gestion du budget.
Baboucar, du coup, tu veux rebondir sur cette question aussi de la difficulté de suivre un cursus bidiplômant? Alors, donc je suis en phase avec, je n'ai pas retenu ton nom, désolé, Alexandre. Voilà. C'est vrai, surtout quand c'est des doubles diplômes qui sont proposés par l'école, donc l'école il s'arrange. Donc, par exemple, moi j'avais mes cours de master, les moments où j'avais pas de cours à l'école, donc ils s'organisaient bien pour que. Et nous, moi, je le passais même à Lyon, donc j'étais à Saint-Étienne, on passait à Lyon, donc ils nous laissaient le temps, donc tout était bien organisé pour qu'on ait temps d'aller jusqu'à Lyon, donc c'était vraiment pas difficile. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est vraiment surtout la dernière année, c'est que des projets. Nous, on avait peut-être 90% de projets d'évaluation, donc c'était vraiment pas difficile de suivre donc c'était pas difficile. Mais par contre, il fallait s'investir parce que ça rajoutait. C'est vrai que quand on arrive en première année, deuxième année, la charge par rapport à quand on fait un double diplôme, juste la charge de travail qui augmente un peu, mais à part ça, non, c'était pas difficile. Et en plus, l'école, quand ils autorisent quelqu'un de faire un double diplôme, c'est qu'ils sont sûrs quasiment que, voilà, donc il suivra sans difficulté. C'est surtout un investissement aussi de l'école, enfin de montrer, c'est une façon de montrer aussi que l'école mise sur ces élèves-là et que bon, une personne qui arrête ou qui n'a pas ce double diplôme, bah on va dire que ça peut être moins bien, ça peut être négatif pour les résultats qu'il présente. Après, honnêtement, on rejoint sur la première année, deuxième année. On a tendance pas mal à faire la fête, bien aimé, parce que bon, les écoles d'ingénieurs, on va pas se les cacher, il y a des fêtes assez souvent, surtout sur le premier mois d'intégration. Donc c'est aussi voilà, c'est une question d'organisation et d'implication et de motivation. Ok, bah merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir pris le temps de faire cette présentation. Je pense que c'était très utile et très intéressant pour nos élèves. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir se quitter là, je pense. Vous avez d'autres choses à rajouter pour finir ou pas forcément? Non, bon. Jamais perdre la foi. Jamais perdre la foi. C'est pas, enfin voilà, je pense que c'est le mot qu'il faut. On se dit que c'est dur. On a des notes qui sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on voudrait. On passe beaucoup de temps à travailler pour certains, mais il faut jamais perdre la foi. Le profil le parcours de Baboucar est assez atypique et très original avec toutes les expériences qu'il a pu faire. Et maintenant, il est arrivé à un stade où il est épanoui, il fait tout ce qu'il veut pratiquement, et puis il a trouvé une entreprise qui lui convient. Donc honnêtement, c'est jamais perdre la foi et voilà, ne pas se décourager parce que on y arrivera, vous y arriverez. Et si nous aussi on est passé par là, et puis donc c'est possible. Un très beau mot de la fin, donc merci beaucoup. Donc on va se quitter pour le live. Donc je rappelle pour les élèves qu'on se retrouve sur Discord pour le forum où vous pourrez échanger avec des élèves qui sont encore en école d'ingé pour le coup. Voilà, donc à tout de suite sur Discord. Voilà, et merci encore une fois aux deux conférenciers. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de présenter votre activité. Au revoir.